Il s'agit de la députée européenne Reconquête, Sarah Knafo. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour. La Bonjour à France tous. n'est plus un pays sûr pour les Juifs? Non, la France n'est plus un pays sûr pour les juifs. Je pense que, ça fait déjà longtemps qu'on le sait quand on est de confession juive et qu'on vit en France. Le premier meurtre dont on se souvient, ma génération, c'est Sébastien Selam. Ça fait déjà plus d'une décennie. On a eu Ilan Halimi, donc on sait que la France n'est plus un pays sûr pour les juifs. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui quand on est juif de vivre en France. Ça revient à changer, son nom sur la sonnette, de l'appartement. Ça revient à changer son nom sur toutes les applications possibles, sur Uber, sur Deliveroo. Parce qu'on sait que, quand on habite, même, en plein cœur de Paris, même dans le 16e arrondissement, on n'est plus protégé. On peut se faire agresser à tout moment. Vous avez vu comme moi les images atroces de ce rabbin agressé aux côtés, de son fils. Lui, il peut pas cacher qu'il est juif, ça se voit puisqu'il est rabbin. Donc, il est dans la rue, il marche dans la rue et il se fait agresser uniquement pour ça. Donc non, la France n'est plus un pays sûr pour les juifs, mais je tiens à dire qu'en fait, la France n'est plus un pays sûr pour tous les Français. C'est pas seulement pour les juifs. Ça a commencé il y a plus longtemps pour les juifs parce qu'il y avait des signes distinctifs comme on l'a dit, mais aujourd'hui tout le monde s'aperçoit, qu'on est en danger quand on est en France. Il y a une scène qui m'a marquée dans le livre de Houellebecq. C'est, une amie du personnage Quel livre? principal dans le Soumission, une amie du personnage principal qui dit qu'elle va partir vivre à Tel Aviv et le personnage principal lui répond: «C'est triste parce que pour nous les autres Français, on n'a pas de pays B. On n'a pas de plan B. On ne saura pas où aller si ça va mal». Et quand je vois tous les Français, vous savez, par exemple, des sociologues comme Guy Lui en ont parlé, ces Français qui ont quitté les banlieues. Moi, j'ai grandi en banlieue, je sais ce que c'est d'avoir dû fuir parfois les banlieues, qui ont quitté les banlieues pour aller vivre dans la France périphérique en se disant: au moins là-bas, on sera en sécurité. Israël, ça a parfois été la France périphérique pour les Juifs. Au moins là-bas, on sera en sécurité, se disaient certains Français. Et quand on voit ce qui arrive à des Thomas à Crépol, ben on se dit peut-être que finalement, on n'est Alors, plus en tiens, vous sécurité parlez nulle part. justement de Crépol. Il y a un livre qui fait beaucoup parler, co-signé notamment par notre confrère Jean-Michel de Cugis du Parisien, et qui remet en cause à Crépol la thèse du racisme anti-blanc. Ils estiment que les jeunes qui sont arrivés dans cette soirée, dans ce bal, avec des couteaux, c'était plus pour couper le shit, hein, si j'ai bien compris, et pas spécialement pour s'en prendre à d'autres personnes. En tout cas, il n'est pas démontré aujourd'hui qu'il y avait une volonté de s'en prendre à des blancs parce qu'ils étaient blancs. Ça fait beaucoup réagir la famille, la mère de Romance-sur-Isère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce livre est une honte. L'attitude des auteurs est honteuse. Cette victimisation qu'ils utilisent aujourd'hui en disant que ce sont eux qui sont menacés, et cetera. Sincèrement, leur attitude est honteuse, leur livre est honteux, je l'ai lu. Quand on entend salguer, ça veut dire blanc en arabe, quand on entend salguer dans des vidéos, quand on a vu dans les procès-verbaux qui avaient été cachés, qu'il y avait eu ces insultes et donc ce racisme anti-blanc, quand on entend même la porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas, qui reconnaît le racisme anti-blanc, quand on entend Bruno Retailleau qui reconnaît le racisme anti-blanc, Gérald Darmanin aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est un fait Et il n'est pas qui ne trompe majoritaire plus dans ce personne. pays. Il peut exister, mais on ne peut pas dire qu'il est majoritaire. On ne peut pas dire que Déjà reconnaître. tous les blancs sont discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. Est-ce que c'est vrai au moins de Factuellement. dire que le racisme anti-blanc tue? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais il Ça n'est pas. ça tue, le racisme Oui, mais anti-blanc tue. quand vous en parlez, on a l'impression que c'est le Vous problème savez, numéro un en quand France on a dans beaucoup le parlé de racisme et la racisme depuis les discrimination. années 80 en France et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui meurent parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant, c'est un fait qui existe et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe et qui disent: «Celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va». Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe: «Mais vous n'avez pas honte?» Et là, ces 2 jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent: «Oh pardon madame, on savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française». Ça, c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violenter, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Jean-Loup Bonamy. Non, bah, alors, bon, je vous remercie pour ces précisions. Moi, je ne vous connaissais pas vraiment. Je vous ai découvert récemment.
parce que vous parliez justement des scandales de l'aide au développement. Donc en fait, où vous avez, justement, c'était très bien, où vous avez pu médiatiser le travail qui avait été fait d'abord par le député Guillaume Bigot, et donc reprendre et diffuser les informations dans le rapport parlementaire que Guillaume Bigot avait fait, et donc justement attirer la lumière là-dessus. Mais justement, moi je me posais une question sur le parti qui est le vôtre, Reconquête. Et en fait, si par exemple on lit le livre de Jérôme Fourquet sur l'élection présidentielle de 2022, on voit que, par exemple, il y a un très fort vote musulman en faveur de Mélenchon, à peu près à hauteur des 2/3. Et lui, ce qu'explique Jérôme Fourquet, c'est que l'une des raisons, alors évidemment pas la seule, hein, il y a des choses qui viennent de la campagne de Mélenchon elle-même, mais il dit c'est la présence d'Éric Zemmour, le fondateur et le leader de votre parti, c'est la présence d'Éric Zemmour dans la campagne présidentielle, parce qu'en fait, ça a créé un réflexe défensif chez la communauté musulmane qui a finalement profité à LFI. Et donc c'est Jérôme Fourquet qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance. Est-ce qu'en étant finalement en mettant autant la focale sur l'islam, moi qu'on parle d'immigration, de sécurité, de racisme anti-blanc, d'aide au développement, je trouve ça très bien, mais est-ce que vous ne créez pas finalement, est-ce que vous ne renforcez pas le communautarisme musulman en étant aussi monolithique et aussi obsessionnel dans votre approche de l'islam? Alors, est-ce que c'est Éric Zemmour qui a nommé Rima Hassan sur la liste aux européennes de Mélenchon? Est-ce que c'est Éric Zemmour qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance et pas un mouvement terroriste? Est-ce que c'est nous qui avons créé le clientélisme abject de la France insoumise aujourd'hui? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est Éric Zemmour qui a provoqué les premières émeutes de banlieue en 2005? C'était lui qui avait créé ce réflexe. Est-ce que vous ne poussez pas une partie des musulmans dans les bras de la France insoumise? Alors moi, pardonnez-moi, j'ai l'impression que vous arrivez à l'ultime stade de la haine de soi. C'est-à-dire que même... Les gens qui sont ici peuvent témoigner que... C'est la mauvaise personne à qui dire ça. En tout cas, cette question... Voilà, je ne suis vraiment pas le bon client pour ça. Je ne cherche pas du tout de client. En tout cas, cette question, à mon sens, vise à pardonner ce qui se passe dans nos banlieues en disant finalement, ce serait peut-être ceux qui les combattent qui en sont les auteurs. Moi, je trouve ça, pardonnez-moi, prendre le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été lucides sur cette question, peut-être avant les autres. Peut-être avant les autres. Alors, de quoi vous parlez? Je n'ai pas accusé. Je parle par exemple... Alors, de quoi l'accusez-vous? Alors, par exemple, de renforcer l'idée... en fait, moi, je pense que ce qu'on appelle la communauté musulmane en France est de fait extrêmement divisée, et que l'obsession mise sur l'islam donne une unité et crée un réflexe défensif et pousse dans les bras de Mélenchon. Depuis que je suis sur ce plateau, je n'avais pas prononcé le mot islam, mais merci de le faire. Peut-être que ça vient de vous. Je réponds juste sur l'aide publique au développement. Donc je pense que messieurs en sont témoins. J'ai parlé de l'aide publique au développement il y a bien longtemps. Au mois de septembre, il n'y avait pas encore le rapport de monsieur Bigot que vous avez cité. À ce moment-là, l'Algérie avait déposé plainte contre moi. La justice française m'a donné raison puisqu'elle a classé sans suite leur plainte. Et depuis, c'est vrai que je considère que c'est un sujet majeur duquel je parle souvent parce qu'à mon avis, il symbolise les gabegies aujourd'hui de l'État français qui va demander des sacrifices aux Français alors qu'ils dilapident leur argent sur les 5 continents, y compris au prix de pays qui nous détestent, qui ne reprennent pas leurs ressortissants, qui sont parfois des bombes sur pattes. Et donc, c'est un sujet, à mon sens, fondamental. Charles et ensuite Flora. Question courte. Bon, question courte. D'abord, j'ai une question pas hyper sympa, mais ça va être l'occasion de répondre. Vous prétendez porter le drapeau libéral et vouloir que, comme à l'instant vous le dites, que la France rationalise ses dépenses. Et j'ai cru voir un éditorial, alors certes d'un journaliste qui, je pense, ne sera jamais pris Albert Londres, mais qui dénonçait des dérapages dans les dépenses de campagne de Reconquête. Je ne reviens pas dans le détail, mais il y a des histoires de nuits d'hôtel à prix élevé. C'est pas très cool de ma part d'en parler, mais je trouve que c'est incompatible avec le discours libéral sur la réduction des dépenses publiques. Je pense que quand on prétend réduire les dépenses publiques, il faut faire attention, y compris quand on dépense soi-même de l'argent public, puisque l'argent des partis politiques, c'est pour partie des dons. Alors, ça, à la limite, si vous avez des dons, à la limite, ça me dérangerait pas. D'ailleurs, si c'est tel ou tel milliardaire qui finance votre campagne, Charles, les milliardaires peuvent financer en France. Deuxièmement, moi, j'ai un désaccord avec vous sur l'AFD, l'aide publique au développement, parce que je pense que ça fait partie de l'influence des pays
que de financer des projets à l'étranger. Peut-être qu'il faut trier, peut-être qu'on n'est pas obligé de financer tous les concours LGBT d'Amérique du Sud. Là-dessus, on est d'accord. Mais en revanche, je pense que... Je peux répondre ? Voilà, je pense qu'il y a d'autres projets qui sont utiles. Quand il aura fini sa question, au développement. On sera sorti du tunnel de C'est ça, bon, j'ai compris la question. C'était très court. Première réponse. Dans les grandes gueules, hein. Première réponse, il ne vous a pas échappé que la tête de liste du parti qui a mené campagne au moment des européennes nous a quittés au lendemain des européennes. J'étais pas trésorière de sa campagne, elle nous a empêché de mettre même l'œil dans ses dépenses. Donc malheureusement sur cette question, donc, c'est Marion on en parlera. J'étais pas trésorière. J'étais pas trésorière dans cette campagne. Je réponds sur l'aide publique au développement qui, à mon avis, est un sujet bien plus fondamental et qui gaspille encore plus d'argent public français. Sur l'aide publique au développement, il y a une loi qui a été votée en 2021 et qui dispose que 75% des projets financés par l'aide publique au développement doivent avoir pour objectif l'égalité homme-femme. À mon avis, c'est pas avec ça qu'on va défendre l'influence de la France. Financer des projets d'égalité des sexes en Irak ou financer la budgétisation sensible au genre en Jordanie, même vous, madame, je pense que vous pouvez pas me dire que ça défend l'influence de la France. La budgétisation sensible au genre en Jordanie. Typiquement la natalité, 151, plus il y a d'égalité femmes-hommes, plus la natalité baisse. millions d'euros sur la budgétisation sensible au genre en Jordanie. Les modes de cuisson propre au Sahel. Allez dépenser des dizaines de millions d'euros sur les modes de cuisson propre au Sahel. Je pense qu'aucun de vos auditeurs ne croira que... Peut-être, oui. C'est très bien. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique que d'autres reprennent ces idées. Mais moi, j'ai dit que c'était très bien que vous médiatisiez tous ces... Comme je vous l'ai dit, et messieurs en sont témoins, j'en ai parlé dès le mois de septembre, le rapport date de plusieurs mois plus tard, mais je trouve ça très bien qu'on soit plusieurs à y travailler. Alors, Flora Gebali. Moi, j'ai une vraie question de fond à vous poser. Je vous ai observé aller assister à l'investiture de Donald Trump de près parce que j'étais très surprise de voir des gens qui se prétendent patriotes se mettre à genoux devant Trump et Musk. Moi qui suis une vraie patriote, j'ai un peu halluciné de la séquence. Vous êtes en train d'applaudir des gens qui sont en train d'attaquer nos entreprises françaises et européennes, qui sont en train d'attaquer le pouvoir d'achat des Français et des Européens. Je vous dis européens parce que vous êtes députée européenne et qu'on est le premier marché du monde. On a le plus de consommateurs au monde, de quoi faire un bras de fer un peu intéressant. Le problème, c'est qu'on a des pseudo-patriotes de pacotille, pour reprendre une expression qui a déjà été dite, qui sont en réalité des vassaux de Donald Trump et de Elon Musk, qui sont en train de mener une guerre. Moi, économique aux Français et aux Européens. Moi, ce que j'aimerais que les Français comprennent et les Européens, c'est que, en fait, à soutenir ces gens, vous allez nous affaiblir économiquement. Pourquoi ? Alors, question intéressante. Premièrement, moi, j'ai pas attendu l'élection de Donald Trump pour comprendre que les États-Unis nuisaient à nos intérêts. Quand Pierucci est enfermé dans les geôles américaines, un cadre d'Alstom qui est enfermé quand il arrive sur le sol américain, c'est sous Barack Obama. Quand les États-Unis décident d'abandonner l'OTAN et d'arrêter de financer, c'est sous Joe Biden. Donc tout ce qui s'est passé par le passé, ça nuisait déjà à nos intérêts. Quand Emmanuel Macron a vendu Alstom à General Electric, c'était encore sous les démocrates. Et on pourrait multiplier les exemples pour dire qu'à chaque fois qu'il a fallu combattre les États-Unis quand ils nuisaient à nos intérêts, j'étais là. J'ai publié un rapport la semaine dernière sur la souveraineté technologique, dans lequel je dis qu'il va falloir se battre pied à pied contre les Américains et notamment contre Microsoft et les GAFAM quand il va falloir reprendre nos parts de marché. En revanche, dire que quand Donald Trump fait des choses que moi je considère positives, par exemple défendre la liberté d'expression, là il faut dire c'est positif. En interdisant 1984 et le journal d'Anne Frank des écoles et des universités américaines. Quand est-ce qu'il a interdit 1984 Il y a 1984, il y a les livres. Au moins pas de fake news. Mais parlez pas de liberté d'expression quand on parle de gens qui sont en train d'interdire des livres et des chercheurs. Je parle de liberté d'expression. Vous pouvez pas dire ça. De liberté d'expression quand on voit la censure qui a été faite. Pardonnez-moi, je réponds quand même sur la fin. Donc quand je considère que des choses sont positives, je dis bravo. Quand j'étais à Washington, si vous aviez écouté, en arrivant à Washington, j'ai dit l'élection de Donald Trump va nous offrir un boulevard en tant que Français, en tant qu'Européens. Parce que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur la réalité de la politique américaine. Ce que fait Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, à savoir nuire à nos intérêts, vous avez raison, c'est ce qu'ont fait tous les autres présidents américains avant lui. La seule différence, c'est que lui l'assume et le dit haut et fort. Vous avez fait à Washington, il va nous saluer les agriculteurs, de la naïveté. Pas tous, ceux certains agriculteurs. Merci de le rappeler. Les agriculteurs, ça j'ai vu, qui vont être encore plus à genoux qu'ils le sont déjà. À cause de la Commission européenne. À cause de la Commission européenne. En fait, moi je suis une vraie patriote. Voir des gens comme ça utiliser nos mots et nos valeurs et les twister, c'est vraiment pénible. Un dernier mot. Bruno Retailleau, il fait le job ? Je trouve que dans les mots, oui. C'est-à-dire qu'il fait avancer certains sujets. On l'a dit tout à l'heure, racisme anti-blanc. Donc oui, on peut parler plus librement quand on voit que le ministre de l'Intérieur arrive à reconnaître les constats qu'on fait depuis longtemps. Mais malheureusement, dans les actes, pour l'instant, je crois que les Français s'impatientent.